Alors bonjour Rémi, Rémi de Juste Milieu. Euh, Comment allez-vous? Très très bien, très très bien. Et vous, cher Florian, merci pour l'invitation. Bah ça va, je suis ravi, c'est la première fois sur cette chaîne. Alors j'ai eu le plaisir de répondre plusieurs fois à vos invitations sur votre chaîne, hein, Juste Milieu, à laquelle il faut évidemment aller tout de suite s'abonner sur YouTube pour ceux qui ne le seraient pas encore. Mais là je suis ravi d'inverser un peu la chose et de vous recevoir parce que pour avoir votre regard sur l'actualité et tout ce qui se passe, et il se passe des choses, et on va en parler. Et puis aussi parce que vous venez de sortir un livre qui s'appelle Emmanuel Macron est-il fasciste? Vous pouvez peut-être nous le montrer, parce que moi, Absolument, je ici l'ai vu même. sur Voilà, le PDF que tac, vous m'avez voilà, envoyé. en chair et Voilà, en os, il est là. il est là. Et on pourra l'acheter. On va mettre un lien sous la vidéo en description. Si vous voulez, vous le procurez. Voilà. Et je vous le conseille, moi je l'ai lu. On va peut-être commencer sur ça, hein, même si vous faites plein d'autres choses, on en parlera juste après. Parce que bon, moi, j'avoue que j'avais une réponse en tête dès que j'ai vu le titre du livre. Je pense que ce sera le cas de beaucoup. Mais en fait, vous partez, c'est très bien fait parce que vous partez de la fameuse étude qu'avait publiée en 95 Umberto Eco sur les 14 points à examiner pour savoir si quelqu'un est fasciste ou pas. Et en fait, vous prenez dans 14 chapitres les points un par un pour voir si Macron correspond ou pas, quoi, s'il y a les critères. Euh, peut-être une première question. Quand on voit parfois le mot fasciste, parce qu'on est tellement habitué à des politiques qui disent c'est des fachos, dès que c'est à la droite de François Hollande, c'est facho. Est-ce que le terme aujourd'hui n'est pas un peu galvaudé? Est-ce qu'il recouvre encore quelque chose? Euh, Comme première petite question, voilà, pour lancer le débat. Absolument, absolument. Merci encore pour l'invitation, je le redis. Bonjour à tous nos amis spectateurs. Absolument, on a le fascisme historique, grossièrement, on a le fascisme historique qu'on a appris à l'école. Donc celui qui fait peur parce qu'il a tué des millions de gens. Oui. Puis après, ça a évolué, donc on a des formes de fascisme déjà qui se sont distinguées avec des distinctions parfois très compliquées à faire, hein. Aujourd'hui, on parle de totalitarisme, de fascisme, certains vont parler de communisme. Alors on ne sait plus vraiment qui est quoi précisément. On estime que Hitler était fasciste, alors que historiquement c'est un débat vif, mais qui mérite d'être posé, parce que le fascisme naît quand même beaucoup plus du côté de Mussolini. On a un Mhm. projet notamment sur la question de l'homme nouveau qui n'est pas le même entre les fascistes et entre les nazis. Donc c'est une question passionnante, mais qu'aujourd'hui, on préfère balayer un petit peu d'un revers de la main en disant, bon, de toute façon, c'est pareil, hein, c'est des méchants. Voilà, on a un raisonnement très Star Wars, les gentils, les méchants. Aujourd'hui, c'est vraiment synonyme de méchant, ouais, c'est ça. Absolument. C'est Ouais. vraiment les méchants. On a Ouais. une gestion du fascisme qui n'a rien à envier à Harry Potter, quoi. Il y a les mange-morts et il y a les gentils. Et aujourd'hui, alors, quand on fait un saut dans le temps, donc là, 2024, hein, le mot est revenu à la mode parce qu'on a eu une élection en France. Là, c'est encore pire. C'est-à-dire que le mot fascisme offre même des jeux de mots. Parce que voilà, on a compris, il y a les gentils, les méchants. Puis on a, je crois que c'était François Ruffin qui nous avait parlé, ça c'était en 2022 pour le coup, qui voulait réunir autour de lui les fâchés, pas fachos. Parce qu'en fait, c'est Oui, rigolo. Donc, c'est-à-dire, on est à deux doigts de Thierry Pimpon sur le chihuahua de Carlos, quoi. C'est-à-dire que une notion grave qui a entraîné des millions de morts à travers l'histoire devient aujourd'hui une sorte de bretelle d'autoroute politique où, bon, il y a les gentils fachos, il y a les fâchés pas fachos, il y a les fachos, on ne sait pas trop. Mais ce qu'il en résulte, c'est que voilà, cette notion a été complètement perdue. Et surtout, et c'est en fait toute la démarche du livre, en la perdant, on a créé de l'ignorance et on a créé surtout des faux rapports, des faux semblants, où on explique que le fascisme, c'est Bardella. Et personne, il ne viendrait à l'idée de personne de poser la question, de dire, mais après tout, Emmanuel Macron est-il fasciste? Le titre de ce livre est en quand même fait, c'est bourré. ça. On a laissé s'infiltrer des gens qui ont pris le visage des gentils, du progressisme, Macron, en disant de la bienveillance, comme il disait beaucoup dans sa campagne en 2017. Et on les a laissés s'infiltrer sans jamais qu'ils soient questionnés ni critiqués, alors qu'ils mènent une politique, et là on va venir un peu dans le livre, qui est objectivement dangereuse et qui crée vraiment des problèmes. Sur les 14 points, qu'est-ce qui est chez vous, selon vous, Rémi, le plus fasciste chez Macron? Bah, c'est enfin, j'ai une réponse en deux temps. C'est ce qui me semble le plus fasciste, mais à la fois ce qui démontre tout
tout le génie politique d'Emmanuel Macron, et ça me fait pas plaisir de dire ça, mais il faut le reconnaître. Là Génie encore, maléfique, quoi. voilà, voilà, le cynisme, le génie malsain. Il est trop facile de dire Macron est un idiot. Voilà, terminé, on ne se pose pas la question. Et c'est la démarche du livre. Rapidement, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la question, effectivement, je sais que beaucoup de nos spectateurs se disent, bon, quel intérêt de lire le livre? La question, on connaît déjà la réponse. Mais justement, la démarche, c'était que chacun puisse penser contre soi. À la fois ceux qui sont convaincus qu'Emmanuel Macron est fasciste. Le problème, c'est quand on leur pose la question du pourquoi, là, on se trouve un petit peu démunis. Donc déjà, donner des billes là-dessus, et surtout réussir à penser contre soi, parce que il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui, dans sa politique, dans son action, dans ses pensées, il n'y a pas que chez lui qu'on retrouve des germes fascistes. Du côté de la France insoumise, du côté du Rassemblement national, du côté de la politique actuelle, on en retrouve à bien des endroits. Donc l'idée du livre, c'est de donner une grille de lecture et réussir par moment à penser contre soi et identifier tous ces trucs-là. Donc pour vous répondre, le point qui me semble le plus dangereux, et dans la classification d'Umberto Eco, il y en a un qui évoque le populisme qualitatif. Donc, Mhm. qui est, en gros, de considérer le peuple non pas comme une somme d'individus libres et éclairés, mais de considérer le peuple comme une masse qu'il va falloir orienter. Donc, on est un peu chez Tocqueville, hein, il n'y a rien de Mhm. très nouveau là-dessus. Umberto Eco ne développe rien de nouveau, mais de considérer le peuple comme une masse, surtout incapable de penser il va falloir guider dans les moments chauds. On l'a vu très récemment le fameux barrage, le fameux l'arc républicain, toutes Mhm. ces notions-là, certes, sont des notions, on le disait, qui font peur parce qu'il faut faire un combat contre les fascistes. Mais ce que ça veut dire, c'est surtout un profond mépris du peuple, qui n'est pas capable de penser par lui-même, qui n'est pas capable de voter en parfaite autonomie, donc il va falloir l'orienter. Alors aujourd'hui, le barrage, il est dirigé contre l'extrême droite, mais en 2027, si la France insoumise ou le nouveau Front populaire réussit à se pérenniser et avoir une vraie force électorale, le barrage sera contre eux. On a bien vu que c'était un barrage qui pouvait s'ouvrir sur les rives qui arrangent le pouvoir en place. Bah, d'ailleurs, au premier tour, il était plutôt contre Nouveau Front Populaire, et dans l'entre-deux tours, effectivement, plutôt contre le RN. Ça dépend d'où sont les intérêts du système, quoi, c'est ça. Absolument, absolument. Et donc c'est là le point qui est intéressant avec le populisme qualitatif, c'est que Emmanuel Macron l'applique bien évidemment, on a compris, hein. Pour lui, il y a dans une gare, hein, on croise ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Donc c'est assez clair, c'est assez clair. Quand il dit à ce jeune homme, je traverse la rue, je vous trouve un emploi. À ce moment-là, faut se mettre dans la tête de Macron. Beaucoup de gens se sont énervés en disant, mais c'est scandaleux, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi en France, c'est difficile, les entreprises ne recrutent pas. Mais Macron s'en fout de ça. Pour lui, c'est un individu, un travail. Après, les aspirations de l'individu, ses passions, ses volontés, ce qu'il a envie de faire, il s'en moque comme de sa première paire de chaussettes. Et c'est là où on est dans le populisme qualitatif, on est dans cette volonté de voir le peuple comme une somme qu'il faut gérer, qu'il faut manager. C'est la Startup Nation. Et ça, on ne le retrouve pas que chez Macron. C'est pour ça que Non, j'appelle aussi à cette grille de lecture, c'est qu'on le retrouve tout à fait dans les partis qui ont appelé à faire barrage et dans bien d'autres partis, hein, évidemment. il faut qu'on en parle d'ailleurs, mais c'est une sorte de déshumanisation totale. Est-ce que le moment le plus flagrant de ce que Todd appelle un flash totalitaire, parce que ça pourrait recouper votre analyse, c'était pas d'ailleurs au moment du Covid, quand on nous dit qu'il faut se faire injecter un truc pour aller au restaurant, qu'on prend les gens pour des idiots en disant vous devez prendre votre café assis mais pas debout parce que sinon vous êtes contaminé. Quand Macron dit j'ai très envie, vous en parlez d'ailleurs dans le livre, d'emmerder des millions de Français, etc. Est-ce que c'était pas le moment le plus incroyablement fasciste de ce mandat en fait chez Macron? Absolument, mais je vais dire quelque chose, alors que nos spectateurs restent calmes, que personne ne s'énerve. Ils ont eu raison Jamais. de le faire. Ils ont eu raison de le faire. Parce Parce que que ça regardez marchait. aujourd'hui, qui s'en souvient? Bah nous, on s'en souvient. Absolument, je suis d'accord, je le provoquais volontairement. On Mais espère que quelques juges s'en souviendront aussi devant des voilà, tribunaux. en dehors, on va dire, de nos communautés respectives et de bien d'autres gens autour de nous et dans d'autres communautés, mais regardez, pour le début des Jeux Olympiques, on est le 19 juillet au moment où on enregistre, Ouais. les mesures sécuritaires ont été mises en place hier, c'est le retour du QR code. Vous en pensez Qui quoi, ça s'en d'ailleurs, plaint? du pass JO, du QR code, tout ça là? Mais j'en pense qu'on a beaucoup parlé au moment du Covid, alors quitte à être traité de complotisme, ça devient maintenant une petite habitude. Euh, Médaille on- même. voilà, voir une médaille. On a parlé d'un exercice de répétition. Certains disaient avec le Covid, il y a une forme d'ingénierie sociale qui s'installe, et attention parce que ça va revenir. Ça revient. Et en dehors de nos communautés, comme on parlait, et d'autres, ça passe, ça passe. À Paris, ça ne gêne pas grand monde, ces histoires de QR code. Donc, il est très intéressant de voir que ces germes fascistes, non seulement se sont installés, avec une critique qui a été minime, malheureusement, là encore, ça me fait mal au cœur, mais elle a été minime. Nous n'étions pas la majorité.
Et ça continue et ça recommence et ça passe, comme disait Édouard Philippe, ça passe. Donc il y a le QR code qui très symboliquement revient dans un silence assez absolu. Il y a cette notion de barrage républicain qui est pour moi une aberration. Mais depuis 2002, Lionel Jospin lui-même parlait de théâtre politique. Donc c'est-à-dire, je ne suis pas un Oui. affreux complotiste d'extrême droite à vous dire ça. Il l'avait dit sur Alors France ça, il faut le Culture. dire aux gens. Lionel Jospin sur France Culture en 2007, donc après son retrait, hein, ils disent toujours les vérités après, hein, jamais au moment où ils y sont, a dit tout antifascisme n'était que du théâtre et n'a jamais été que du théâtre. Euh, c'est vrai que sur le page JO, là, nous avons fait un recours, les Patriotes, avec VIA de Jean-Frédéric Poisson devant le Conseil d'État. Et je ne sais pas si les gens le savent, parce que j'en ai pas encore parlé, mais le Conseil d'État nous a déboutés et a répondu que c'était parfaitement proportionné. Alors qu'on avait démontré par un travail que même la Chine, quand elle a eu ses JO, ne l'a pas fait. Le Qatar, quand il a eu sa Coupe du Monde, ne l'a pas fait, qui sont pourtant réputés être des régimes plus autoritaires normalement que la France. Et on ne sait pas ce qu'il faut en fait au Conseil d'État pour considérer quelque chose serait disproportionné. On ne sait pas jusqu'où il faut aller pour qu'il commence à dire là c'est disproportionné. On ne sait pas. On pense qu'il n'y a pas de limite en fait. Et c'est en ça, ça vous donne totalement raison parce qu'on est dans un truc. En fait, quand on accepte euh, le début de quelque chose, il n'y a plus de limite dans cette dérive fascisante, fasciste. Moi, c'est quelque chose qui me semble assez clair aussi. Mais est-ce que finalement, parce que vous avez commencé à le dire, en citant d'autres noms et d'autres périodes, est-ce que c'est pas tout le système dans lequel on vit, système européen notamment, qui est totalement fasciste? Quand on voit ce qui s'est passé hier à l'Assemblée comme au Parlement européen, les gens votent et à la fin, on se retrouve avec exactement les mêmes. Est-ce que ce n'est pas une démonstration absolue d'un système extrêmement violent et d'un système qui dépasse même Macron, qui est en lui-même fasciste? Absolument, mais je pense que ça se joue à deux niveaux. Effectivement, il y a ce à quoi on assiste. Hier, c'était à la fois la réélection d'Yael Braun-Pivet, avec la gauche qui vient s'émouvoir du fait que la Macronie ait reçu le soutien de la droite et l'extrême droite, alors que 2 semaines avant, au moment des fameux barrages républicains, ça ne les dérangeait pas du tout que ce soit dans l'autre sens. Donc, Yael Braun-Pivet est toujours là. Von der Leyen, on a cette espèce de vaudeville assez moyen qui nous est offert par Manon Aubry, qui nous explique sur Twitter que Von der Leyen, elle parle d'un projet mortifère pour les peuples et la planète. Et 1 heure après, elle va lui faire un câlin tout sourire. Et ce matin sur LCI, donc le 19 juillet au matin sur LCI, elle arrive, elle explique, non mais parce qu'en fait ce sont des usages démocratiques d'aller saluer les gens. Et la veille, ses copains de la Mhm. France Insoumise faisaient qui des Shifumi ou qui un tête-tête avec entre deux logus et pauvre député RN de 22-23 ans qui déboule, qui ne sait pas trop ce qu'il fait là. Donc on voit bien que tout ça ne tient que du mauvais théâtre, mais c'est assez clair. Ça, c'est le premier niveau, qui est celui qui nous est servi avec, comme le Tour de France, il y a des étapes de montagne au moment des élections où tout s'accélère, le spectacle devient grossier, les ficelles se voient, puis après ça s'estompe, les gens oublient et rebelotent. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il est du côté du peuple, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité là-dedans. Il y a une forme de servitude volontaire qui s'est installée. Au bout d'un moment, ce théâtre-là existait. Jospin le disait, 2002, c'était encore une autre ambiance parce que l'arrivée de Jean-Marie Le Pen, il y a une vraie rupture politique. Après, à partir de 2007, on a compris que le théâtre se répète un petit peu comme les pièces parisiennes qui marchent bien sur les boulevards. On les a à peu près tous les ans. Les hommes viennent Mhm. de Mars, les femmes de Vénus ou je sais pas quoi, bref. Donc aujourd'hui, on a à la fois le luxe de connaître ce théâtre, de le voir se répéter, et de le voir se répéter sur des fenêtres très courtes. C'est le barrage pour faire élire Macron, 2017-2022. C'est la NUPES qui ressuscite en s'appelant Nouveau Front Populaire. J'ai une profonde empathie pour les électeurs de gauche qui y ont cru, à qui on a promis des conditions meilleures, des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, à qui on dit on va augmenter le SMIC, et finalement tout n'est qu'une histoire d'alliance politique complètement factice, et aujourd'hui on le voit. Donc non seulement ce thalètre Oui, existe, mais jusqu'à mettre Tubiana, qui serait Laurence Tubiana, absolument, qui est quand même absolument. que Macron voulait déjà mettre en 2020, quoi. Et c'est là, Absolument. c'est Mais hallucinant. c'est pour ça, je pense que c'était le cas pendant le Covid. Il faut aussi questionner la responsabilité des citoyens. Aujourd'hui, on est Absolument. giron, mais avec l'orientation politique des uns et des autres. C'est même pas une question de qui vote quoi. Mais on est un petit peu comme les bébés éléphants qu'on élève. C'est que les bébés éléphants, au départ, on leur attache une chaîne pour leur dire, bah, vous ne pouvez pas bouger. Puis les éléphants grandissent et ils développent ce rapport à la chaîne qui fait que même quand ils font 3 tonnes, il ne brise pas la chaîne, alors qu'en un mouvement de cou, il pourrait le faire. Ben nous, c'est un petit peu pareil. Quelle que soit l'orientation politique des uns et des autres, c'est un petit peu pareil. On vit tous dans cette pièce de théâtre-là, en ayant accepté l'idée que tous les 5 ans, il faut faire barrage, parce que quand même, Hitler, ça fait peur, quoi. Et ça passe, alors que qui peut sérieusement croire que Jordan Bardella représente la même menace qu'un Adolf Hitler en 1933? Qui Le sérieusement peut problème, défendre ça? c'est vrai, Rémi, mais le problème, c'est que parfois, là, le RN en a été victime, mais
vous savez, moi je pense que ça aurait été l'inverse, LFI au second tour en position privilégiée. Je suis sûr que les candidats RN se seraient désistés. De la même manière, Absolument. Absolument. appelant de la même manière au Front républicain. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait par le passé dans des partiels, tout ça. Et là, on parlait du pass JO, mais ça vient de la loi olympique qui a été votée en 2023 à l'Assemblée nationale. Elle a été votée par les macronistes LR et RN. Donc, si vous voulez, parfois les uns sont victimes des autres, alors ils râlent à juste titre. Le problème, c'est que quand ça ne les concerne plus et que c'est dans l'autre sens et que ça les arrange, ils vont faire la même chose. Donc, au bout d'un moment, est-ce que c'est dans ce théâtre politique-là qu'on va trouver une solution? Il est doublé d'un théâtre médiatique qui est de plus en plus débile, on va dire. Il n'y a plus de vrais débats à la télévision, par exemple, politique. Est-ce que vous appelez, est-ce que la conclusion logique de ce que vous dites là, c'est quoi? C'est qu'on doit se retirer sur sa sphère privée, se protéger, se désintéresser de tout, ou au contraire, il faut s'impliquer davantage pour ne plus être ces éléphants volontairement sous chaîne, en fait. Absolument. Moi, je pense que la première des actions à mener, elle est individuelle. Il y a une forme de souveraineté de soi-même à développer aujourd'hui. C'est que avoir des convictions, qu'elles soient de gauche, de droite, d'extrême droite, n'oblige pas à considérer que ces convictions sont l'apanage d'un seul parti. C'est-à-dire que Mhm. on peut être convaincu des bienfaits du socialisme sans voter PS, sans être Mhm. aligné avec Raphaël Glucksmann. On peut être convaincu du projet politique de l'extrême droite sans croire en Bardella. Je crois qu'il faut aussi que les citoyens acceptent ça, acceptent cette possibilité d'avoir des convictions sans être obligés d'aller dans un sens politique, et aussi que les citoyens acceptent de vivre avec d'autres citoyens qui ne pensent pas comme eux. Parce qu'aujourd'hui, ce projet, comme ça, le fait de créer des îlots de citoyens, ce que disait, c'est l'archipélisation, par exemple, développée par Jérôme Fourquet, mais le Mhm. fait de créer des îlots de citoyens sert le projet politique en place. Aujourd'hui, mais je pense même dans le camp souverainiste, il y a des gens qui disent, mais Mhm. je ne parle pas aux moutons, je ne parle pas aux gens qui votent Glucksmann, qui votent Bardella, des gens qui ne sont pas éveillés. Non, mais déjà, Ça. chez les souverainistes, il y a des souverainistes qui disent ne parle pas aux autres souverainistes. Donc, Voilà, déjà, déjà rien que ça. euh, Donc, on a un sujet là, déjà, ce qui n'est pas ce qui notre est, cas. Hein. Mais il y ce en qui a. est Hein. assez passionnant, c'est que cette volonté de créer des îlots de citoyens et qu'on s'applique parfois à nous-mêmes sert le pouvoir en place. Le Bien diviser sûr. pour mieux régner n'a pas été inventé par Emmanuel Macron. Donc je trouve ça assez passionnant de vous espérer mener la lutte avec des moyens qui servent l'objet contre lequel on veut lutter. Donc si aujourd'hui on arrive simplement à accepter nos idées sans se dire bah, il y a le retour d'Hitler si on ne fait pas barrage, le PS c'est Glucksmann, on s'aveugle volontairement en disant que ce mondialiste-là qui sort de nulle part est le représentant du socialisme en France. Quand on arrive à dépasser ce niveau d'illusion et d'accepter aussi l'idée que faire peuple, c'est cohabiter avec des gens qui ne pensent pas comme nous, et bah voilà, tous les 5 ans, on met des trucs différents dans l'enveloppe et puis après, on va boire un verre au PMU et ça ira très bien. Si on accepte ça, je sais que c'est naïf ce que je vous dis. Il y a un côté Yannick Noah, bon, sauf que moi, j'ai Non, des... mais c'est important parce Mais que c'est j'aime bien ce rappel-là parce qu'aujourd'hui, on le perd complètement de vue. Complètement. sortir de réflexes conditionnés, hein, où on veut absolument nous diviser en permanence. Enfin, c'est pas pour rien que nous, on avait fait les grandes manifs et qu'on les fait sur les libertés, c'est qui rassemblaient des gens de tout milieu, de tous horizons, et qui se mettaient à se parler alors que normalement, ils se seraient jamais croisés probablement. Euh, et il y a un moment, il y a un point, parce que je pense qu'il y a il y a une accélération de la tendance fascisante dont vous parlez, mais il y a un point qui date même d'avant Macron, mais qui, à mon avis, a été le point de départ politique très grave de cette affaire, c'est quand le traité de Lisbonne a nié le référendum qui avait dit non à la Constitution européenne. Donc en 2008, le Parlement a voté contre le peuple. Et ça a été une rupture, je crois, fondamentale. C'était quand même du jamais vu. Et c'est passé assez facilement. Mais vous voyez que c'est en fait quasiment 20 ans plus tard qu'on en parle beaucoup plus qu'à l'époque. Moi, je vois souvent des gens qui me parlent de cette trahison, alors qu'à l'époque, moi-même, j'essayais de secouer des gens, mais j'étais voilà, par mes propres petits moyens. Mais je voyais que ça répondait pas. Et les gens n'ont pas réagi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, faut pas perdre tout espoir. Il y a des choses qui sont pas comprises sur le moment, mais qui sont ensuite comprises. D'où la nécessité de, en permanence, essayer de remuer l'opinion publique et de ne pas lâcher l'affaire. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Annie, Absolument, non, mais complètement. C'est l'un des plus grands maléfices de l'histoire que de réussir à se faire comprendre trop tard.
Ouais. C'est pour ça que quand on agite la menace fasciste, alors ce que je dis est un petit peu contradictoire parce que c'est le titre du bouquin, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un appel à la réflexion pour réussir à considérer ce qui peut réellement l'être, plutôt que des menaces fascistes potentielles où on explique que le fascisme viendra nécessairement de Mélenchon ou Bardella, or ils ne le sont pas aux manettes. Donc les gens Mm. qui sont aux manettes, étudions-les. Quand ce sera Mélenchon ou Bardella, on en fera de même. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, sur ce qui est du fait qu'on comprend mieux l'histoire trop tard, ça, c'est malheureusement une évidence qui ne cesse de se répéter, d'où l'importance d'être très prudent quand elle s'écrit sous nos yeux, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe, hein. On parle de plusieurs guerres à travers le monde, on parle d'une constitution, enfin, d'une construction européenne qui pose de sérieuses questions géopolitiques. Enfin, c'est à la fois effrayant, mais passionnant tout ce qui se passe. Donc, il faut le regarder le plus froidement, avec le plus de lucidité possible. Mais aussi, ce qui m'interpelle, c'est, et on le disait au début de la discussion, on joue avec ces notions-là. En vérité, on joue à se faire peur. Quand on parle de fascisme aujourd'hui à tous les niveaux, le traitement médiatique, je veux dire, que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein, Franc-Tireur, la revue où officie Caroline Fourès, Mm. Raphaël Enthoven, Rudi Reichstadt et tout, dans le numéro de la semaine dernière, parlait de Pierre Gentillet comme l'avocat du diable. Donc, pour vous dire Mm. le niveau, et Tristan Banon en une évoque Mélenchon qui mange ses enfants, je sais pas quoi, dans une espèce de métaphore à deux balles. Donc, pour vous dire le niveau en fait de création de la peur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, dans ce supposé fascisme qui vient, on se rend compte que le système s'en accommode très bien. Il y a 2 semaines, on nous expliquait qu'un RN au pouvoir, c'était plus ou moins Hitler. Le RN n'a certes pas gagné les législatives, il n'y a pas eu de majorité absolue, mais on parle de quand même 140 sièges. Aujourd'hui, où sont les médias qui combattaient le fascisme il y a 2 semaines? Parce que quand le Mm. fascisme s'installe, ça ne s'arrête pas le dimanche autour du poulet. Normalement, Mm. vous vous énervez un petit peu parce que la menace est sérieuse. Et là, on n'a plus de nouvelles. Bah, Pendant moi, le fascisme est là, ça passe. Mélanie en Italie, c'était pareil. Le système nous disait l'héritière de Mussolini qui avait loué ses mérites dans les années 90, elle est arrivée au pouvoir et on découvre qu'elle s'entend très bien avec Ursula von der Leyen. Donc, ouais. de là, 2 questions. Soit on nous a dit n'importe quoi avant l'arrivée au pouvoir de ces partis supposés fascistes, soit le système en place s'accommode très bien du fascisme. Et alors là, cette question, elle est dangereuse. Mais je ne sais pas quelle est la bonne réponse, mais il s'agirait de la voir un jour quand même. Oui, oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs une arme qu'il utilise de plus en plus, il faut qu'on en parle. On a vu la passe d'armes cette semaine entre Elon Musk et la Commission européenne, notamment Thierry Breton, le commissaire à la censure, parce qu'une de leurs armes, pour que ça passe encore mieux, cette manipulation de l'opinion, parce que c'est de la manipulation de l'opinion permanente, c'est d'utiliser les médias qui sont un peu à leur botte, à peu près, mais de censurer ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire les réseaux sociaux sur Internet. Euh, Est-ce que là-dessus, comment vous avez vu cette passe d'armes et le combat que mène pour le coup sur ce sujet-là Elon Musk? Il faut le soutenir à mordicus parce que la liberté d'expression est quand même quelque chose sans laquelle on ne pourra mener aucun combat. Sur cette question-là, je suis très prudent. Mhm. Déjà, là encore, à 2 niveaux. C'est-à-dire que le combat de l'Union européenne, si vous voulez, pour moi, c'est aussi sérieux que Black Panther ou Iron Man, si vous voulez. C'est du cinéma. C'est du cinéma, hein. C'est la bonne phrase. Les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe légifère. Bon, bah, aujourd'hui, on est là-dedans. Je veux dire, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, 19 juillet 2024, quand Microsoft tousse, c'est le monde entier qui s'enrhume. Hein, tous les systèmes sont à l'arrêt. Microsoft, aux dernières nouvelles, ça n'a pas été créé en Ouganda, c'est américain. Donc on Ouais. voit bien qu'il y a une mainmise américaine qui fait qu'en un claquement de doigts, si Microsoft arrête ses services, si Twitter ou Facebook ou Amazon arrête ses services dans l'Union européenne, on prend un recul économique monstrueux. Donc tout ça, c'est du bluff. Thierry Breton ne pourra rien faire et il le sait très bien. Ça, vous Ensuite, le croyez deuxième. vraiment là, c'est quand même un sujet important parce que quand l'Union européenne a dit on ferme les médias RT, Sputnik et tout, ils l'ont fait. Mhm. Vous voyez. Si demain ils veulent vraiment fermer des plateformes, ils peuvent le faire. Après, il y aura les VPN et tout, mais ça, c'est plus du tout la même chose pour contourner. Vous pensez vraiment que c'est que du bluff? Moi, je crois qu'ils peuvent le faire, hein, vraiment. Je pense que c'est du bluff dans la mesure où ils n'ont pas d'alternative. Parce que ça se verrait trop. La volonté de censure se verrait trop. Le jour où l'Union Est-ce que ça européenne. les dérange? Vraiment. Il faut voir, je pense que peut-être qu'il y a un coup de billard à 2 bandes à tenter, c'est qu'un jour l'Union européenne mette une jolie enveloppe d'argent, ils en ont plein, hein, dans des sacs de Mmh. sport, dans plein d'endroits, Ouais, par exemple pour développer un réseau social européen. Parce que on critique le modèle de la Chine en disant ils ont interdit les services américains, mais ils ont des alternatives chinoises. Donc au moins il y a, bah oui, mais les gens ont leur propre réseau, certes on contrôle, mais c'est fait maison. L'Union européenne n'a même pas d'alternative. Donc après, est-ce que les gens iraient à la guerre civile pour la fermeture de Twitter? Je ne suis pas certain. Mais ce serait vraiment. justement. Est-ce qu'ils ne seraient pas les petits éléphants attachés
qui ne Peut-être, réagiraient pas. peut-être. Mais Et donc, ça permettrait de le faire. ce serait l'ultime glissade la plus officielle vers le vrai projet européen, c'est-à-dire censure, contrôle de la pensée, contrôle des citoyens. Peut-être, hein, et peut-être que je pêche par naïveté en pensant qu'ils ne le feront pas, à la fois par manque d'alternative et parce que ce serait dévoiler une bonne fois pour toutes leur vrai visage. Et je pense aussi que les enjeux sont pas si importants que ça. On a parlé de l'intelligence artificielle, du risque des fake news et tout ça, mais le système s'en porte très bien. Dans quel pays de quel pays de l'Union européenne des gens sont arrivés au pouvoir en portant des messages opposés à l'UE. Pourtant, il y a l'intelligence artificielle, il y a la fake news, il y a tout ce que vous voulez. Ben, Ça n'empêche c'est pas von der vrai, Leyen d'être réélu, ça n'empêche rien. ça c'est vrai, mais par exemple en 2016, et pourtant ils étaient moins puissants que maintenant, je crois que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, le Brexit aurait eu plus de mal à gagner le référendum. Parce qu'il y a quand même pas mal de vérités, enfin, de gens qui ont pu s'exprimer plus fortement grâce aux réseaux sociaux, qui étaient un peu boycottés par les médias, quoique les médias britanniques sont un peu plus ouverts que les médias français, il faut le dire. Donc, ça peut quand même avoir une influence. Après, c'est vrai qu'on n'a pas encore de démonstration claire aujourd'hui de projets totalement alternatifs issus simplement des réseaux sociaux. Mais peut-être que vous êtes plus optimiste que moi, dans le sens où je ne suis pas sûr que 6 mois avant, si on avait discuté ensemble, on aurait imaginé qu'ils auraient un jour mis un QR code avec une obligation vaccinale pour aller au restaurant ou au cinéma. On se serait dit Clairement. non, ils ne vont pas le faire. Et pourtant, ils l'ont fait. C'est pour ça qu'il Clairement. faut quand même peut-être être très vigilant et se dire que ça peut arriver et donc se donner les moyens de lutter pour que ça n'arrive pas. C'est un Et, peu et ma au, philosophie. et au même titre, je pense que cette vigilance doit aussi s'appliquer à quelqu'un comme Elon Musk. Alors, c'est vrai que je passe un Oui, petit peu pour il un n'est pas rabat-joie. parfait, loin de là, loin de là. Je passe un petit peu pour un rabat-joie sur cette question-là, mais on regarde Elon Musk sous le prisme du rachat de Twitter et de sa volonté de Oui. remettre la liberté d'expression, dont acte et champagne, tant mieux. Sauf qu'il faut aussi voir un petit peu quelle est la feuille de route d'Elon Musk, qui a un projet clair, qui est celui d'un WeChat à l'américaine. Donc WeChat, pour nos spectateurs, c'est en Chine le réseau social unique. C'est-à-dire, c'est pas plus compliqué que ça. Macron a le parti unique. En Chine, c'est un réseau social unique où vous avez l'équivalent de Twitter, vous avez l'équivalent d'Allociné, vous pouvez commander vos courses, ou Uber Eats, tout ce que vous voulez, en gros, sur la même application. Avec la surcouche du crédit social à la chinoise qu'on connaît bien. Et Elon Musk ne s'en est jamais caché. Il a cette Mhm. volonté-là d'hégémonie sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là où voilà, j'y vais, je me mouille la nuque, quoi, avant de trop m'emballer pour Elon Musk. Non, non, Je mais préfère quand même, non, moi voilà. j'ai toujours dit dans mes vidéos, il ne faut pas le diviniser. Il faut rester très méfiant. Il y a d'autres points. Disons qu'on se concentre sur ce combat sur la liberté d'expression où là, pour le coup, il nous a prouvé qu'il le faisait. C'est pas que du verbal. Il a quand même rétabli des libertés et puis dénoncé les choses sorties des dossiers. Puis là, il a quand même publiquement sorti les dossiers de l'Union européenne quoi, sur l'accord Ouais. secret illégal que lui a proposé la Commission européenne. Euh, mais c'est vrai que effectivement, il faut rester vigilant. Quel regard vous portez, Rémi, en général, parce qu'on vous a connu beaucoup grâce au Covid, grâce entre guillemets, on va en reparler dans un instant, mais vous aviez un personnage fétiche qui était Martin Blachier, je vais y revenir aussi. Euh, mais là, aujourd'hui, si vous deviez refaire un Martin Blachier, comment ça s'appelait? Show, c'est Martin ça? Blachier Comedy Club. Comedy Club. Vous prendriez quel personnage politique ou médiatique, comme vous voulez, aujourd'hui, là, dans le cirque qu'on voit actuellement, qui vous Ah, inspire le plus, là? Il y en a peut-être ah, beaucoup, hein, peut-être plusieurs. Hein. ouais, c'est une bonne question parce que Martin Blachier, et je le dis vraiment sans ironie, très sérieusement, il y a une trajectoire de tragédie, mais vraiment de tragédie. Ah bah, on Je peut le parler de disais. Martin Blachier. Oui, Pourquoi mais, Martin Blachier? Voilà. Dites-nous après, d'où ça vient. il y C'est- en a une. Alors, je réponds après à la question de l'origine de Martin Blachier. Voilà. Celle aujourd'hui qui me plaît bien, c'est Sarah Salman. Sarah Ah Salman me oui. plaît Ouais. beaucoup, qui est une avocate, donc très médiatique dans On les la voit grandes sur gueules pour CNews beaucoup. RMC. Voilà, on la voit sur CNews, elle a un petit peu où elle peut. Alors, autant Martin Blachier était une tragédie, Sarah Salman, c'est une farce. C'est-à-dire que elle est avocate, elle nous explique, elle a un discours très libéral, hein, très pro-entreprise, où elle explique le mérite des entrepreneurs, elle explique la nécessité de la réussite de l'individu, d'une société qui doit applaudir la réussite de l'individu, a rappelé que son père, Frédéric Salman, est l'un des plus gros vendeurs de bouquins, de livres depuis près de 20 ans, où il fait des trucs de Hum. régime de jeunes, il est médecin au départ.
Donc, la méritocratie individuelle, voilà, hein, c'est comme si moi je vous donnais des leçons sur les abdominaux, on repassera quoi. Donc, Sarah Salman, c'est assez bluffant. C'est une farce, c'est qu'elle dit des choses sur lesquelles elle n'est absolument pas concernée, et elle est tellement risible que l'ordre des avocats l'a rappelé à l'ordre justement parce qu'elle avait D'accord. multiplié les propos erronés, les erreurs, et il y a environ un mois et demi, 2 mois, elle a été rappelée à l'ordre, elle a pris une sorte de sanction concernant ses déclarations médiatiques. Donc, pour vous dire un petit peu où on en est, mais je l'aime beaucoup. Elle me fait beaucoup plus rire que Martin Blachier qui réussissait à m'émouvoir par moments parce que lui, je suis fan de Star Wars, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais Martin Blachier, pour moi, c'est Dark Vador. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui. Alors, c'est Dark Vador à l'envers. Il commence du côté obscur, avec, voilà, c'est l'un des personnages médiatiques les plus rudes de la crise Covid, où vraiment, à un moment donné, c'était 1000 ou 10 000 € d'amende pour les jeunes qui faisaient des fêtes pendant le confinement. Donc, c'était hallucinant. Et puis, l'amour lui est tombé dessus, hein, en la personne de Madame Dupont. Je ne veux pas écorcher son prénom, je me rappelle. Oui, Marie-Estelle. oui, bon, c'est Ouais, public, on peut le dire. Oui, oui, voilà. c'est public. Euh, et à ce moment-là, on a Marie-Estelle, qui est voilà, excellente, voilà. d'ailleurs. Oui. Absolument, qui est totalement brillant. Donc, comme quoi, tout est possible dans la vie. Et il y a une inversion complète, en fait. Et il se met à lutter contre les vaccins, notamment sur les enfants et tout ça. Et il devient beaucoup plus. Euh, comment dire, ouais, beaucoup plus intelligent, finalement, nuancé, voilà, nuancé, pas intelligent, beaucoup plus nuancé, parce qu'il est intelligent, ça, sans aucun doute, beaucoup plus nuancé. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'on a Dark Vador qui commence du côté obscur, et qui finalement revient du côté lumineux, où il se rend compte qu'il a contribué à une vaste connerie, qu'il a dit des choses dont il n'avait aucune preuve, et puis surtout pour ça, surtout pour défendre des intérêts qui étaient ceux de sa société de conseil. Oui, parce que lui, il n'était pas médecin, il était statisticien. Enfin, Absolument. mais c'est vrai qu'il avait quand même des rechutes régulières, ce qui vous a Voilà, permis de faire mais c'est beaucoup l'appel du de. côté obscur. Voilà, mais donc ça vous a permis de faire beaucoup de numéros d'ailleurs, qui ont tous été plus drôles les uns que les autres et qui ont tous eu du succès. Parce qu'il y a des moments où il disait un truc bien et 3 semaines plus tard, il y avait une rechute. Je me souviens qu'il avait appelé un moment, bizarrement, alors que tout le monde était passé à autre chose, il avait appelé au retour d'un pass. Absolument. Ça s'était heureusement pas fait d'ailleurs, mais il y avait eu une vraie rechute, quoi. Euh, et donc ça vous vient de là, ouais. Donc le personnage, vous l'avez. Parce que on vous a découvert pour beaucoup pendant le Covid. Mhm. Euh, Ça vient, en fait, un moment où vous vous êtes dit, peut-être chez vous seul pendant le confinement, là, on avait tous le temps de réfléchir et de faire des choses, vous vous êtes dit, mais je ne peux pas rester sans voix par rapport à toute cette dinguerie et pourquoi le prendre par le ton de l'humour? Enfin, ça, c'est quoi? En fait, vous êtes qui à la base? Vous êtes quelqu'un qui. Si vous faites des spectacles à côté, il faut nous le dire, tout ça. Vous êtes quelqu'un qui fait de la comédie, vous êtes dit, je vais prendre ce sujet parce qu'en même temps, vous avez un discours très structuré, très sérieux, très politique même, au vrai sens du terme. Pas politicien, mais politique. Et donc, c'est quoi la genèse de Rémi Juste Milieu? Bah, au départ, avant Juste Milieu, j'avais une précédente chaîne YouTube qui s'appelait Let It Be, où je suis un passionné de bouquins à l'origine, je faisais des chroniques de livres. Et puis, c'est D'accord. vrai que petit à petit, par pur opportunisme, je me suis dit, tiens, je vais parler de l'actualité. Ça fera sûrement plus de vues. À l'époque, quand je faisais Mhm. 100 vues, c'était champagne à la maison. Donc, mais je faisais ça sur mon temps libre, c'était ma passion. Et puis, petit à petit, en allant sur l'actualité, j'ai trouvé déjà une première tête de turc qui était Marlène Schiappa. Donc, je m'étais régalé grâce Pas à elle. mal déjà, oui. Ouais. Voilà, la chaîne avait un petit peu décollé. Et c'était fin 2020, donc avec vraiment on était en plein dans ces histoires-là. Je me suis dit, bah, il faut assumer complètement le virage et Juste Milieu est né comme ça. Un rappel qui est important, c'est que depuis 6 ans bientôt, depuis la fin de mes études, je devais faire un diplôme à l'étranger pour valider mon diplôme. Je vais faire un stage à l'étranger, pardon, Mhm. pour valider mon diplôme. J'étais à l'école de commerce de Toulouse. Et comme je suis brillant en langue étrangère, je suis parti en Suisse francophone. Et Mhm. donc, je me suis établi là-bas. Je suis tombé amoureux du coin et pas seulement. J'ai rencontré Madame Milieu, bref. Et donc, je suis là-bas depuis 6 ans. Et il faut rappeler, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas eu de confinement strict en Suisse. Il n'y a Mhm. pas eu comme en France. Donc j'avais cette tranquillité d'esprit de pouvoir commenter un sujet à distance. Et c'est très important parce que je ne veux surtout pas jouer aux Jean Moulin, qui Mhm. étaient très courageux et tout ça. Je ne vivais pas la même chose que l'essentiel des gens à qui je m'adressais, qui étaient réellement enfermés chez eux avec tout ce qu'on a connu en France. Donc voilà, je le rappelle à chaque fois parce que qu'on soit bien d'accord sur ça, j'avais une disposition d'esprit qui était différente et qui me permettait d'avoir un peu plus de légèreté. Parce que c'est bête, mais le dimanche, je pouvais aller en forêt, ce qui en France était illégal à ce moment-là. C'est Euh, vrai. enfin, à plus d'1 kilomètre. Enfin, il Donc, fallait un masque ou un truc comme ça, oui. Mhm. voilà, avec tout ce qu'on connaît. Donc, j'avais cette disposition qui était un petit peu plus facile à vivre, bien plus facile à vivre. Et ce qui me permettait, du coup, de me dire, bah voilà, la ligne juste milieu, c'est
commenter l'actualité comme un citoyen. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas expert, je ne suis pas épidémiologiste ou autre. Un commentaire de citoyen avec le pas de côté de l'humour. Parce que ce qui se passe est risible. C'est tout le problème des grandes tragédies, et en l'occurrence des épidémies. Vous lisez le rhinocéros de Ionesco, c'est pareil. Il y a des moments qui sont risibles. On était entre Kafka et Ionesco, en gros. Et donc, je me dis, bah voilà, je vais commenter en mettant côte à côte les contradictions des experts, des journalistes qui le lundi disent quelque chose, le mercredi disent autre chose, qui se contredit évidemment parce qu'ils prennent les statistiques du jour et qu'ils n'en savent pas plus que moi, finalement, malgré tout leur bagage Et vous d'épidémiologie. l'avez fait avec une grande acuité et beaucoup d'humour, et vous êtes conscient que vous avez été une bouffée d'air frais pour beaucoup de gens. Non, c'est un moment qui était pesant pour beaucoup. Ben, j'espère et j'en C'était suis pas que vraiment. drôle, c'était précis et c'était vrai, quoi. C'est pour ça que ça marchait d'ailleurs, j'imagine, mais c'était pas que drôle. C'était drôle, fin, et en même temps, et vous l'êtes toujours, hein, mais là on parle de la période Covid, hein. Et en même temps très vrai, il y a beaucoup d'acuité. Et il n'y en avait pas beaucoup, par contre, dans le débat médiatique et politique. Il y avait beaucoup de dingueries et beaucoup de manque de bon sens. Et il y en avait sur votre chaîne. Bah, disons que, alors, là encore, attends, warning à ce que je vais dire. J'ai absolument pas pété le boulard. C'est une comparaison que j'aime bien faire très modestement avec mes petits bras, mais c'est comme ce que disait Coluche concernant les Restos du Cœur. Son objectif, c'était que les Restos du Cœur n'existent plus, parce que Ouais. ça aurait voulu dire que tout le monde avait à manger. Avec Juste Milieu, beaucoup plus modestement, avec mes tout petits bras, c'est la même démarche. Le jour où mes spectateurs me disent, écoute, le boulot que tu fais de prendre les actualités, de les mettre côte à côte, de commenter ce qui cloche, bah, BFM le fait. Écoute, garçon, tu sers plus à rien. Et quelque part, j'aurais réussi ma mission. C'est parce que Et à ce moment-là, je pense que les poules ont des dents comme ça, hein. voilà, il y a de la route. Il y a de la Il y a route de la- ici. Mais la mission, c'est celle-là. C'est vraiment le commentaire de l'actualité, un commentaire citoyen où tous les jours, j'ai la chance que ce soit mon travail, donc j'ai que ça à faire, entre guillemets. Donc j'essaie d'être le plus rigoureux possible et avec le pas de côté de l'humour, parce que j'aime bien les blagues, ce qui du coup amène ce spectacle zinzin là, qui commence depuis mai Alors, 2024. c'est quoi ça? Vous faites des spectacles, c'est ça, un peu partout? Des vrais Absolument. spectacles en physique? Absolument, c'est un one-man show, comme on dit, outre-Manche. L'idée, en fait, au fond, l'idée est la même, doublée de mon rêve qui se réalise, qui était de monter sur scène. Et j'ai toujours aimé ça. J'étais biberonné par mon père à l'époque de Coluche, Desproges et tant Mhm. d'autres. Et en grandissant, j'ai toujours aimé la scène, les gens qui faisaient de la scène, les one-man show, one-woman show. Donc, et Florence Foresti, bien sûr, les Dieudonné, l'homme de scène. Je dis tout de suite, parce qu'en commentaire, ça vient souvent. Bien sûr, Pas le l'homme de politique, scène. mais Voilà, l'humoriste, ouais. évidemment. Donc il y a plein comme ça aujourd'hui, Gaspard Proust, Guillermo Guise, des gens comme ça. Et du coup, voilà, juste milieu se développant, la chaîne va sur ses 4 ans. Et je me suis dit, il faut aller au bout de ce rêve-là et aussi au bout de la promesse de juste milieu, parce que juste milieu sans ses spectateurs, c'est un mec qui prend son téléphone et qui se filme. Donc c'est quand même assez risible. Donc il fallait aller rencontrer les gens qui étaient de l'autre côté de l'écran. Et la démarche de ce spectacle, c'est aussi ça, c'est de réunir la communauté de juste milieu et qu'on passe un moment ensemble avec plein de nouveaux. Du coup, il y a des couples qui viennent, des bandes d'amis, avec certains qui connaissent pas. Et l'idée, c'est ça, c'est un spectacle sur l'actualité, mais pas seulement. Hein, c'est pas 1h30 de Rémi en chemise bleue. Je vais vous parler de l'Eurovision. Il y a des sketchs où je sors complètement de mon rôle. Et aujourd'hui, voilà, on est à la 14e date et on se régale. On a fait 11 dates complètes sur 14. Il y a encore plein d'autres dates qui On arrivent. trouve le programme sur votre site, c'est ça? Absolument. Juste-milieu.fr, c'est ça? Ouais, Absolument. Vous tapez Zinzin, c'est le nom du spectacle. Zinzin, juste mieux. Vous allez avoir toutes les dates. Là, on d'accord. sera à Brest le 20-21 août. Après, c'est Paris mi-septembre. On va aller à Pau, on va aller à Bordeaux, à Nice, à Aix-en-Provence. Il y a plein de dates qui arrivent jusqu'à mi-2025. Et vous avez une étape à Arras, non? J'en Alors, profite. c'est Euh, possible. On va je vous essayer de invite caler. en tout cas, Rémi, aux Assises de la souveraineté le 14 septembre à Arras. J'espère que vous pourrez venir, puis les gens pourront discuter avec vous et vous pourrez apporter votre livre aussi, puis participer, parce qu'on va faire des tables rondes sur les libertés, les médias, le débat public. Je pense que vous pouvez y trouver largement votre compte. En tout cas, si vous êtes disponible, vous êtes le bienvenu. Merci. Et au pire, je vous demanderai, parce qu'on aura un écran géant, vous nous ferez un petit mot si vous ne pouvez pas venir. Avec plaisir. Quoi qu'il arrive, bon, comme ça, on aura le plaisir de vous avoir ou de vous entendre, mais j'espère que vous pourrez venir. Vous me direz rapidement, comme ça, on fera savoir l'information. Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui, vous parlez de l'Eurovision, qu'est-ce qui est très, très inspirant aujourd'hui pour le type d'analyse que vous faites? Ursula von der Leyen est un personnage pas mal aussi, non? Pour à la fois être dans le sérieux et le comique, quoi, non? Ah ben, clairement, en fait, c'est le piège de ce spectacle, c'est que comme je suis un débutant absolu, donc ce sont vraiment mes premiers pas sur scène, mais j'aime beaucoup l'impro, j'aime beaucoup l'improvisation, et comme c'est un spectacle qui, en partie, tourne autour de l'actualité, quand il se passe la dissolution, je dois en parler sur scène. Quand bien même, ça n'est pas dans mon texte, dans le texte du spectacle,
Et donc, parfois, je me prends les pieds avec tout ce qui se passe en plus, mais ce qui fait que voilà, chaque date est différente de celle qui suit parce qu'il y a toujours du nouveau. Il y a un des sketchs qui va évoluer. Et effectivement, il y a beaucoup de personnages qui me donnent plein de matière, quoi. L'Eurovision, je me suis fait plaisir avec tout ce qui se passe, ce cirque-là de ce qui se passe. Donc, j'imagine ce qu'est l'Eurovision en 2035. J'ai un autre sketch où j'invite les spectateurs à assister à une journée de formation chez les fact-checkers. Comment ça se passe? Ouais. Comment on devient fact-checker? Vous en Et pensez quoi des fact-checkers d'ailleurs? je trouve que c'est passionnant. Je trouve que c'est passionnant parce que là encore, on s'est leurré. Enfin, beaucoup de gens se sont un petit peu leurrés tout seuls. Parce que du jour au lendemain, on a construit des gens, on a dit, bah, il y a des journalistes. Et c'est comme chez les Pokémon. Il y en a certains, on va leur faire une évolution. Ils vont devenir fact-checkers. On va dire, mais c'est-à-dire que ce sont des journalistes qui font leur boulot sérieusement, qui vérifient ce qu'ils disent pour pas dire de conneries. Oui, oui. Donc c'est du journalisme. Non, c'est du fact-checking. Donc Parce que c'est eux, très ils ont la intéressant. vérité. Eux, ils sont là pour rétablir la vérité. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est que c'est en contradiction avec le métier même de journaliste, et c'est Mm. aussi en contradiction avec l'origine même du fact-checking, qui naît dans des rédactions américaines dans les années 70, sauf erreur, dans l'un des plus gros journaux américains, je ne veux pas me Ça n'avait tromper. rien à voir. Ça n'avait Voilà, rien je à crois voir. que c'était le Washington Post, je ne veux pas dire de bêtises, mais l'idée au départ, c'était une cellule de journalistes en interne qui vérifiait les articles de leurs collègues. Mais il y avait quelque chose de très collectif. Mais Je ça pense existe toujours, hein. Moi, j'ai et ça déjà eu existe toujours. l'occasion de faire des tribunes pour la presse anglo-saxonne et j'ai été frappé du niveau de vérification, mais sain, j'ai envie de dire pas malsain, sain. Vous dites quelque chose, vous citez une date ou un chiffre et vous demandez la source. Et ça, je trouve que c'est normal. Mais alors qu'on n'a pas la même chose dans la presse française, pas du tout. Mais ça, c'était très professionnel. Mais nos fact-checkers n'ont rien à voir avec tout ça. Eux, ce sont des idéologues qui sont là pour dire que Pfizer a raison quand il publie un communiqué de presse, forcément. D'ailleurs, est-ce que c'est pas aussi une dérive fasciste, ça? Combiné à l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires qui dit qu'on n'a plus le droit de débattre de science, est-ce qu'on n'est pas en pleine explosion de ce flash totalitaire dont je parlais, l'expression de Todd? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi une manifestation, sans dire qu'ils sont des fascistes, mais ils ne sont pas une manifestation de cet état d'esprit complètement fascisant? Ah, absolument, mais c'est pour ça que je pense que la démarche du fact-checking n'a pas tant varié. C'est l'objet qui, enfin comment dire, oui, l'objectif final qui a varié parce que Ça. avoir des fact-checkers au sein de votre rédaction, c'est très sain. Il en va de la crédibilité de votre revue, donc de votre journal, donc c'est très bien. Ce sont des Mais vérificateurs de faits, ouais, bien voilà, sûr. aujourd'hui, ce qui est passionnant en France, en tout cas, c'est qu'on a des cellules de fact-checkers dans différents journaux. Donc Le Monde, c'est les décodeurs, Check News chez Libération, tout le monde a son truc. Mais ils ne vérifient pas la qualité de leur propre journal. Ils vérifient la qualité des autres journaux, des autres rédactions. Et des Donc, politiques. finalement, il en va de la crédibilité du message qu'ils veulent imposer. C'est-à-dire que ils ne jugent pas la qualité du message par rapport à la qualité de leur revue. Ils jugent la qualité du message par rapport à ce que eux considèrent être le message qui doit Le être vrai, envoyé. Donc, le c'est vrai. très passionnant. On a quelque chose qui est presque, et je dis ça très sérieusement, presque de l'ordre du prosélytisme, d'une forme de chasse aux sorcières, de ceux qui changeraient, qui varieraient par rapport à la ligne, qui s'éloigneraient de la ligne, et il faudrait rapporter comme ça à la belle parole, à la sainte parole. Et le fact-checking n'est ni plus ni moins qu'une forme d'oppression quasi religieuse dans la croyance en un message imposé qui par le système politique, qui par l'Union européenne, qui par les entreprises. Mais c'est assez passionnant, je trouve, de constater C'est cela. C'est très que orwellien. C'est très orwellien. oui, ou alors peut-être on s'est trompé en disant que les religions ont disparu et qu'aujourd'hui, on appelle les citoyens à croire en la science, ce qui est une aberration philosophique fondamentale. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a dit aux gens, écoutez, vous entendez des gens qui vont vous éloigner de la religion du vaccin, qui vont vous éloigner de telle chose. Enfin, je dis vaccin, mais ça peut être réchauffement climatique, ça peut être tous les sujets, hein, enfin, objet de débat, évidemment. Mais vous avez L'euro, aujourd'hui des checkers qui vont vous dire, vous vous éloignez de la sainte parole, il faut croire en ce qu'on vous dit. Mais ça. croire en la science, c'est une aberration absolue. Donc ça, c'est passionnant, je trouve. Elle Là évolue encore, tout il y a le temps. beaucoup de choses à analyser. Oui, oui, elle évolue, elle a besoin de débat, elle a besoin de controverses. On a notre vache sacrée, ça serait l'euro, par exemple. C'est très compliqué de débattre même de ce sujet, alors que c'est un sujet fondamental. Il y en a plusieurs. Il y a d'ailleurs un chapitre, je crois que c'est un des derniers de votre livre, qui est très intéressant sur la novlangue, qui est quand Mhm. même un marqueur très clair aussi, hein, parce que c'est une langue de manipulation, où on utilise des mots qui sont l'inverse de leur sens réel. Et chez Macron l'utilise énormément, ça, énormément. Absolument. Et puis dès le départ, hein, c'est En Marche.
le nom du parti qu'il choisit. On a déjà cette notion de mouvement, cette notion de progrès, c'est-à-dire que rien ne peut arrêter l'inaliénable marche en avant. Et dans le discours de Macron, il y a souvent ça. Ceux qui traversent la rue, ceux qu'on croise Ouais. dans une gare, c'est en marche. C'est très intéressant de voir ça, mais c'est la ligne du progrès, en fait. C'est la ligne du Et je crois progrès qu'il a qui est mis un tweet pour féliciter Ursula von der Leyen de sa réélection en disant que ce serait la défense de la liberté, par exemple. absolument, absolument. Et, Le camp de la raison, ouais, c'est autoproclamé en la 2022. souveraineté qui est inversée. On la transforme en souveraineté européenne, ce qui est en fait la négation de la souveraineté populaire et nationale, quoi. C'est très Absolument. manipulateur et très pervers. C'est très pervers. Absolument. Ouais. C'est là où je trouve que ça aussi, ces éléments sont intéressants à observer. Et on le disait tout à l'heure, il est trop facile de considérer que Macron est fou. Parce que, et c'est Pierre-Yves Non, Rougeron, hein, Pierre-Yves Rougeron qu'on salue, qui le dit très bien, être il fou, sera à Arras no- d'ailleurs. voilà, ouais, ça me donne encore plus envie de venir. Voilà. Oui, ouais. Il y a plein de gens bien là-bas. Ben oui, bien sûr. Mais le fait d'être fou, ce que l'on reproche à Emmanuel Macron, n'oblige pas à être un idiot. Et donc, c'est passionnant. C'est passionnant de voir ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec Emmanuel Macron, s'il était idiot, eh ben, franchement, il réussirait bien ses coups, hein. Parce que depuis Oui, non, non, mais 2017, il faut il jamais n'a pas loupé sous-estimer. grand-chose, quoi. Tout à fait. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'on a en face. Enfin, il a loupé. Ouais. Oui, il a réussi ce qu'il voulait, c'est à détruire. C'est sûr. Absolument. Une dernière question, Rémi, peut-être un peu plus vaste, mais allez, je vous laisse vous exprimer. Parce que là, tout ce que vous dites, vous décryptez, vous analysez, vous critiquez. Euh, Fondamentalement, moi, je pense en vous, enfin, je pense déceler en vous un amour de la France, parce que sinon, vous ne feriez pas tout ça. Vous pensez que la France peut s'en sortir, qu'elle peut se redresser? Et si oui, vous avez une ou deux pistes générales, peut-être, ce qui vous semble ultra prioritaire aujourd'hui pour que on s'en sorte, quoi, qu'on retrouve de l'espoir. Mais je suis optimiste, presque parfois béat, peut-être voire un peu idiot par moment, mais je suis vraiment optimiste. Après, avec des conditions d'engagement et des solutions à proposer qui, certes, ne font pas rêver. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un programme économique en 10 points avec exactement ce qui va faire en sorte que la France retrouve une situation économique extraordinaire. C'est pas ça. On le disait tout à l'heure. Pour moi, politiquement, j'aime l'idée du souverainisme, mais je pense que ça commence aussi par une forme de souverainisme de soi. C'est pas Mm. du tout une connerie de développement personnel. C'est Non. juste, on le disait tout à l'heure, d'accepter de faire corps avec des gens qui ne pensent pas pareil, qui ne votent pas pareil. Déjà, c'est primordial. Et aujourd'hui, on le voit, qui plus est dans le camp souverainiste, ça n'est pas à l'heure, ça n'est pas à l'œuvre. Donc, ça me semble hautement problématique parce que sur la question de l'amour de la France, évidemment, j'aime mon pays comme tout le monde aime son pays, normalement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on assiste même à des gens qui aiment leur pays, mais pas de la même manière. Donc, se targuer du général de Gaulle, parler de la Seconde Guerre mondiale, parler des grandes pages de l'histoire de France, d'accord. Mais si aujourd'hui, on devait défendre la France, c'est quand même passionnant de voir que personne ne le ferait de la même manière. Et on va dire dans tous les partis, même les plus médiatisés. Aujourd'hui, quand la gauche et la droite, j'y vais par grande case parce qu'il n'est même pas question de taper sur tel ou tel parti, je m'en moque, mais quand tous les partis, tous les gros partis vous disent il en va de l'intérêt de la France, il faut voter ci, il faut voter ça, alors qu'ils ne sont pas foutus de s'allier contre Macron, qui est visiblement leur ennemi commun. Et ils s'accordent tous à dire que si la France doit souffrir d'une chose, c'est d'Emmanuel Macron. Donc, disons que je préfère avoir un amour de la France engagé sur ce que je vous dis, c'est-à-dire un souverainisme de soi, de revenir à des bases de cohabitation, des bases de citoyenneté qui semblent désuètes, mais qui, à mon avis, sont plus importantes que tout, plutôt que de vous brandir un amour de la France à mobiliser Napoléon et Jeanne d'Arc et finalement nous emmener dans la fange où on est actuellement. Donc, ça peut paraître idiot ce que je vous dis, mais pour moi, il y aura un amour de la France politiquement à très haut niveau, le PS, les LR, qui vous voulez, quand ces gens-là s'allieront entre, Enfin, ouais. s'allieront entre eux. Parce que Ou sans eux, ou sans eux. oui, non, mais c'est crétin ce que je veux dire, mais quand tous Non, ces non, c'est pas du partis-là. tout crétin, mais c'est un peu se reprendre en soi, enfin se reprendre en main, quoi. Oui, et puis disons que s'engager vraiment dans l'objet qu'on veut Ouais. protéger. Parce que dire j'aime mon pays, oui, tout le monde peut le dire, je peux mettre un pin, je peux mettre ce que vous voulez, bon, c'est très bien. Mais où est-ce que commence notre engagement? Ça ne peut pas commencer si demain la Russie nous envahit. C'est même pas certain que tout le monde soit sur le front. Donc ça commence peut-être par des petites actions qui, certes, ne changeront pas le goût de la soupe dès demain, mais qui montrent déjà un engagement. S'engager à dire j'aime la France, tout le monde peut le faire. La preuve, tous nos décideurs politiques aujourd'hui le disent. On est là, on est contre Macron, il faut sauver la France. Tout le monde dit ça, mais personne ne va jusqu'à l'engagement réel qui serait une alliance contre Macron. Je sais que c'est imbécile ce que je vous dis, mais pourquoi on n'a pas d'alliance entre le nouveau Front populaire et le RN? Si leur ennemi commun, c'est Emmanuel Macron, et que la cause, c'est sauver la France. Peut-être qu'ils peuvent, comme d'ailleurs l'a fait le Conseil national de la résistance, il y avait de tout, hein, dedans, il y avait vraiment de tout.
Bah, déjà même dans le gouvernement de De Gaulle qui a suivi. Il y avait même des gens qui avaient collaboré avec Vichy. Et donc oui, aujourd'hui, dans le gouvernement provisoire, tout ça, mais non, mais bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on a vu, c'est vrai, ce que là vous parlez là, on a vu à la dernière mandature, ils n'ont pas été foutus de voter une seule fois ensemble, ne serait-ce qu'une motion de censure, ce qui n'est pas de créer un gouvernement ensemble, mais déjà de rejeter le gouvernement actuel. Ce serait déjà pas mal. Ça, ils n'ont même pas voulu le faire. Donc là, c'est totalement vrai. Moi, je commence en tout cas par notre sphère, qui est la sphère souverainiste. C'est le but des assises de la souveraineté à Arras, c'est que émerge de là un réflexe de rassemblement. Parce qu'il n'a pas pu avoir lieu. Nous, on a tout fait pour qu'il ait lieu déjà aux européennes. On l'a fait en partie avec ceux qui voulaient. Il y en a plein qui ne voulaient pas. Bon, bah là, on espère qu'il y en a de moins en moins qui ne veulent pas et de plus en plus qui souhaitent le faire. Et ça rejoint votre objectif, c'est déjà se rassembler pour les bonnes choses, quoi. Et je suis d'accord avec l'idée de souverainisme personnel, c'est-à-dire déjà être conscient qu'on n'est plus là, pas là pour subir la doxa et la manipulation, mais déjà pour réfléchir et avoir de l'esprit critique, il me semble très oui, et puis important. aussi de la froideur par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on veut. C'est-à-dire que croire en l'homme providentiel, on voit en quoi ça nous a amené. Donc peut-être que vous le vivez de votre côté, cher Florian, moi, à une autre échelle, parce que je ne suis pas engagé en politique, mais parfois des gens qui viennent me voir qui me disent: «Ah oui, mais t'es sympa, tu critiques la France et tout, mais qu'est-ce que tu vas faire? Comme si demain j'allais arriver prendre l'Élysée et dire: bon, allez, ça dégage, c'est moi le président.» C'est pas sérieux. Il faut aussi avoir l'humilité de l'obstacle qui est devant nous et que non, on ne changera pas tout demain. On sortira pas de l'Union européenne ce week-end. Et donc, accepter ça, mais pour mieux s'engager vers un chemin sérieux, solide, sur le long terme. Malheureusement, mais un jour, heureusement. Oui, oui, bah, de toute façon, vous l'avez prouvé pendant le Covid. Vous avez fait des choses concrètes pour ouvrir les yeux des gens et les amener à briser leur chaîne. C'était déjà beaucoup, beaucoup. Et vous avez fait des choses très utiles en ce sens. Donc, vous l'avez prouvé. Voilà. Merci beaucoup, Rémi. C'était très intéressant. Et Merci. rappelons votre livre. Donc, Emmanuel Macron est-il fasciste? Il est là. Il y aura le lien sous la vidéo en description si vous le souhaitez. Vous le procurez dès maintenant. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de se voir, ou au moins, si j'ai bien compris, vous verrez en vidéo, quoi qu'il arrive, à Arras, le 14 septembre. Merci encore, Rémi. À Merci beaucoup, bientôt. Florian. À bientôt. J'étais très heureux de cette première sur ma chaîne, de recevoir Rémi Juste Milieu pour son livre qui a une profondeur d'analyse, de réflexion, en même temps une drôlerie qu'on lui connaît évidemment. Nous avons mêlé, vous avez vu, réflexion de fond, réflexion d'actualité. Et puis, j'espère le retrouver pour les assises de la souveraineté à Arras le samedi 14 septembre, tout du moins, au moins en vidéo. Ça, il n'y aura pas de problème, il y a un écran géant. Et j'espère physiquement qu'il sera là. On en sera tous ravis. Dans tous les cas, il sera au moins là par un message vidéo, donc on peut le compter comme intervenant supplémentaire. N'hésitez pas, vous, à vous inscrire pour les assises de la souveraineté à Arras, y compris si vous avez été préinscrit. C'est maintenant les vraies inscriptions. C'est en lien sous la vidéo en description. Et c'est ouvert à tous, adhérents et non-adhérents. C'est ouvert à tous sans problème. Très grosse journée pour le rassemblement des souverainistes, le lancement du bloc souverainiste, l'ouverture des cahiers de projet physiquement et puis toutes ces tables rondes, ces interventions. Enfin, sous ces intervenants, c'est extraordinaire. Très grand moment historique. Inscrivez-vous dès maintenant sous la vidéo en description. Merci de partager cette vidéo. Je trouve très intéressante, très enrichissante. Pour cela, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic en dessous sur s'abonner. C'est un clic gratuit pour vous. Ça aide énormément la chaîne si vous êtes abonné et la diffusion des vidéos. Ou réabonnez-vous si YouTube vous a un jour désabonné. Ça, c'est à vous de vérifier. Ça arrive malheureusement trop souvent. Merci d'avance. Et puis, je vous attends. Je vous attends aux patriotes. Tous les combats dont on a parlé là, ils sont là. Il faut venir. Il faut venir, nous sommes une force authentique de résistance et anti-oligarchie, donc on n'a pas de soutien, ni financier, 0 euros, 0 centime, ni des banques, ni de l'État, aucune aide médiatique, aucune aide du système, évidemment. Mais on fait, comme les assises qui vont coûter cher, les manifs, les opérations coup de poing, Pfizer, BlackRock, la Commission européenne, les élections qui coûtent très cher, les tracts, les affiches face à nos valeureux, formidables référents, délégués, militants, tous les jours. Mais il faut nous aider et il faut pas rester seul. En restant seul, on se condamne à l'impuissance et au désespoir. En étant ensemble, on fait beaucoup de choses. Adhérez pour le faire. C'est le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous choisissez faire un don au mouvement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous ces liens sont en même temps sur notre site tout le temps, hein, les-patriotes.fr bien sûr. Et tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Aux 2 tiers, vous baissez massivement vos impôts. Vous mettez 300 euros, ça enlève 200 euros de vos impôts. Vous mettez 6 euros, ça enlève 4 euros. Vous mettez 6 000 euros, ça enlève 4 000 euros. Vous mettez 20 euros, ça enlève 13,30 euros, etc. Profitez-en. Et rejoignez des belles valeurs et combattons ensemble. Et aidez-nous à survivre, tout simplement.
le mouvement ne peut pas vivre s'il n'y a pas d'adhésion et de dons, puisque c'est sa seule à 100% source de revenus. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.